Grégory, d'abord, c'est une complicité qu'on a nouée sur un certain nombre d'années déjà ensemble. C'est à la fois donc un artiste, bien sûr, c'est aussi un chercheur, c'est un enseignant, un écrivain. Et Grégory a sorti il y a quelques mois, enfin quoi, même presque plus d'un an maintenant, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas le premier livre coécrit. Le premier des francophones coécrit, n'hésite pas à te saisir du micro, coécrit avec une intelligence artificielle. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert les yeux, je dirais, sur les technologies, sur le numérique, et sur le fait que, en tout cas, c'est des questions auxquelles je réfléchis beaucoup, qui sont d'ailleurs, je dirais, qui étaient inclus dans les problématiques sur lesquelles j'avais à réfléchir dans l'acte 2 d'un été au Havre, la question notamment du numérique. Et pour moi et pour un ensemble de personnes, le numérique n'a jamais été forcément une espèce de fin en soi. C'est un outil, c'est un médium comme d'autres. Et donc, c'est une matière qu'on travaille et qu'on interroge. Et donc, Grégory est vraiment un artiste qui pose des questions et je dirais même qu'il sait tout à fait mettre le doigt à la fois là où ça crée beaucoup d'étrangeté, là où ça fait mal aussi et là où ça ouvre beaucoup d'horizons. Donc, Grégory va nous accompagner dans un été au Havre sur un certain nombre de sujets, justement sur ces questions numériques, parce que c'est jamais un effet pour moi le numérique, et je ne veux pas le traiter comme un effet numérique, d'ailleurs, ça c'est marrant de dire ça, mais c'est un sujet, et donc c'est pas... ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, le numérique, et je dis ça à dessein parce que je pense qu'on va le comprendre aussi dans une partie de ta présentation. Donc je te laisse aux commandes. Grégory, tu as remarqué que je me permettais d'intervenir. Hein. Ah oui, donc, je t'en prie. J'ai l'impression qu'on est deux chanteurs là, tout à fait. En fin de carrière un peu. Merci. Je suis bien sûr très content d'être là et de voir tous ces gens qui essayent de faire sortir, même si pour les artistes, le Y-Cube reste une espèce d'église et un lieu de protection important, mais qui essaye de faire sortir dans différents domaines, dans différentes logiques, l'art un peu de ses gonds. Je vais essayer d'être bref parce que je sais que j'arrive à l'heure du repas, c'est-à-dire quand votre estomac est affecté, et comme on le sait, dans l'estomac, il y a quelques neurones. Donc je ne sais pas quel effet la faim va avoir sur votre appareil cognitif. Donc je vais essayer d'être synthétique sur des sujets complexes, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc les gens qui sont plus compétents que moi, plus spécialistes de ce sujet que moi, m'excuseront de certains raccourcis, des propositions très contestables. Je vais essayer d'introduire, non pas au projet que je compte réaliser au Havre dans les temps à venir, qui serait potentiellement une trilogie, vraiment comme une série télévisée, et c'est un peu conçu comme ça, mais je dirais un peu le point de départ, les intuitions, donc vous m'excuserez du caractère assez flottant et hésitant. Par rapport à ce qui a été précédemment dit, moi je vais vous entraîner au premier abord dans un autre univers, mais vous allez voir que finalement c'est un univers beaucoup plus proche qu'on ne le croit, et je vais partir du principe que la ville n'existe pas. C'est un non-lieu, la ville n'existe pas, elle est toujours à faire parce que c'est le monde humain en fin de compte. C'est le monde qui se veut humain, totalement humanisé, c'est une espèce de contre-nature, et en même temps, qu'il faut assumer. Le sol d'une ville est un territoire de mort, je veux dire, c'est du bitume, ce sont des cadavres organiques qu'on met sur le sol de manière à ce que rien ne pousse, et c'est le territoire humain. En 2050, environ 80% de la population mondiale vivra dans des villes, donc c'est pas une question qu'on peut laisser de côté, et on ne peut pas la laisser de côté seulement en disant qu'on va retourner à la nature, quand on est 7, 8, 9 milliards, 10 milliards d'individus. C'est pas possible parce qu'il y a des questions d'échelle qu'il faut absolument prendre en compte. Et l'art doit se confronter à ces questions d'échelle énormes, monstrueuses, de logistique. On a parlé de flux, mais les flux, c'est pas seulement c'est le vent, bien sûr, c'est la nature, mais c'est aussi les flux logistiques. Une ville, c'est de la matière qu'on amène et c'est de la matière qu'on enlève. Donc il faut des flux d'entrée, des flux de sortie, et ça à très très grande échelle. Et l'échelle à laquelle on est confronté, c'est une échelle définitivement planétaire. Donc déjà, la ville n'existe pas, d'une certaine façon. Et puis, là, je vais avoir un problème avec mon anti-sèche. Et puis, la deuxième chose, c'est que sans aucun doute, la ville, on est confronté avec ce qu'on peut appeler des communs négatifs, concept que développe un de mes camarades, Alexandre Monin. C'est-à-dire qu'il y a des territoires pollués, il y a des choses qui subsistent dans les villes,
et qu'on ne peut pas mettre de côté, qu'il va falloir, dans les siècles à venir, il va falloir assumer ça collectivement. Les communs, souvent on en parle très positivement, il y a un ensemble de communs négatifs. Alors moi, mon point de départ personnel sur mon intervention au Havre, c'est un souvenir d'enfance, c'est mon premier contact avec la pensée de la ville, c'est ce livre, c'est cette bande dessinée que j'avais lue quand j'avais 8 ans. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, cette bande dessinée. J'en ai un vague souvenir parce que je ne l'ai pas relu depuis. Mais dans le souvenir que j'ai, donc c'est une bande dessinée d'Anki Bilal avec un scénario de Christin. Et c'est quoi? C'est dans le nord de la France. C'est une cité ouvrière, un peu cité utopique du 19e siècle, qui intégrait le lieu de travail, le lieu d'habitation. Et bon, moi, j'avais lu ça quand j'avais 8 ans, donc il y a très très longtemps, mais il y a l'héritière qui décide de, je ne sais plus pourquoi, mais de mettre sous cloche la ville. Donc cette espèce de cloche de verre, c'est-à-dire de séparer la ville, de la rendre totalement autonome, de tout le reste. Et il y a quelque chose dans ce livre, moi, qui m'a donné accès très jeune à cette espèce de dialectique entre, on va dire, Saint-Augustin, la cité de Dieu, et l'utopie de Thomas More, si on prend vraiment les deux extrêmes, et avec cette idée que la ville est une contre-nature. Alors, c'est une contre-nature, et au double sens du terme, c'est contre la nature, et il y a chez l'être humain quelque chose qui ne veut pas la nature. Et c'est aussi tout contre la nature. C'est-à-dire que c'est dessus, en fin de compte. Et c'est en même temps séparé, et il y a quelque chose de la bulle dans la ville. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets? Et bon, bien sûr, là, on va aller sur des choses très problématiques. Hein. Quels sont les projets qui sont à la hauteur de la situation que nous sommes en train de vivre? Vous avez, j'imagine, tous vu ce projet en Arabie Saoudite, NEOM, qui, bien sûr, a été très, et à juste titre, très critiqué, mais toujours dans un rapport aussi occidental versus ces autres pays. Donc c'est cette espèce d'immense barre dans le désert qui anticipe le devenir de la Terre, voilà, parce que les Saoudiens sont dans un désert qui pourrait presque décrire l'avenir de notre planète, où ils veulent amener, ils anticipent la fin de leur économie pétrolifère, ou c'est peut-être du gaz en Arabie Saoudite, c'est pas si c'est le pétrole ou le gaz, mais bon, peu importe. Ils anticipent ça, et ils veulent amener 9 millions d'habitants, et donc ils veulent amener 9 millions d'habitants, et pour ça, ils vont créer cette barre qui sera une ville, je crois, de 180 km de long, qui est déjà, le terrassement commence, etc. Moi, il y a des vues en ce moment, hein, on voit. Oui, tout à fait. Et puis je confirme, pour faire partie d'un groupe qui travaille sur ces questions, que voilà, c'est en cours. Et donc voilà. Donc une espèce de ville du futur qui est un peu choquante, mais qui nous amène à penser quelque chose qui est que la Terre est en train de devenir autre chose que la Terre. La Terre n'est plus terrestre, la Terre est en train de devenir une planète extraterrestre. Donc il y a des gens d'un côté qui veulent transformer des planètes extraterrestres, Mars, en Terre, et puis la Terre qui devient martienne, en fin de compte. C'est-à-dire que la zone critique d'habitabilité de la Terre se réduit de plus en plus, et il ne suffira pas d'arrêter. Puisque, bon, voilà, on pourra en parler après, mais il ne suffira pas d'arrêter. Arrêter, ce n'est pas suffisant, parce que les boucles de rétroaction climatique font que, la durée de métabolisation de l'atmosphère de 10 000 ans, pour le dioxyde de carbone, fait qu'il va falloir mettre en place des technologies pour terraformer la Terre. C'est pour la terraformer, finalement, pour la rendre encore habitable. Alors, mais la ville, pour moi, ce n'est pas que ça, bien sûr, parce que là, c'est assez anxiogène. Je suis désolé de cette plongée. Après, le caractère peut-être plus bucolique, mais c'est une émotion très particulière qu'on a tous ressentie. Pour moi, c'est deux émotions. C'est d'une part, j'arrive au Havre, je ne suis pas havrais, et bien sûr, j'imagine ce que ce serait que vivre au Havre. Bien sûr, j'imagine ça. J'imagine une vie possible. Qu'est-ce que ce serait que vivre au Havre? Et aussi, j'imagine, quand on voyage, on regarde par les fenêtres la nuit, et on voit des gens qui vivent dans les fenêtres, et on ne les connaît pas. Mais on sait, on suppute que leur vie est tout aussi intense que la nôtre. Et cette multiplicité d'intensités anonymes est ce qui nous émeut profondément dans le monde qui s'ouvre dans la ville. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on a tous vécu, c'est on était en avion. Et bon, là, c'est un petit travail que j'avais fait en 2012, génératif, mais on est en avion, c'est la nuit, on survole Los Angeles, et on voit apparaître Los Angeles progressivement, les points de lumière, c'est totalement abstrait. La Terre
l'habitation terrestre, l'habitation humaine de la Terre est abstraite, et on se rapproche progressivement, les immeubles se dessinent progressivement, les voitures apparaissent. Donc il y a cette espèce de, je dirais, de ville anonyme, d'abstraction quand on survole la ville, qui crée une émotion d'une ville qui est au loin, qui est en même temps profondément humaine et assez abstraite. Donc moi, je suis parti un peu de ces questions-là. Ah ben voilà. En fin de compte, c'était super. Et donc la ville, c'est deux choses. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a un messianisme de la ville. La ville est à venir, c'est un monde humain qui est toujours à construire. Et c'est aussi quelque chose qui subsiste, c'est-à-dire ces communs négatifs, ces déchets, ce caractère invivable de la ville qu'on a vécu pendant le Covid, avec cette contre-nature. Alors là, on voit apparaître, et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler, des images un peu étranges, qui sont des images qui sont le résultat d'une transformation après un voyage à Rome, puisque, bien sûr, notre imaginaire de la ville est profondément rattaché à l'imaginaire des belles ruines. On est en art, les académies, on amenait les artistes à visiter les belles ruines. Et c'était quoi les belles ruines? C'était donc les ruines romaines. C'était l'idée qu'il y a quelque chose avant nous, et que s'il y a quelque chose avant nous, nous allons aussi disparaître. Et l'art est l'héritage de cette chose qui va disparaître. Alors, c'est quoi maintenant cette fameuse intelligence artificielle, sachant que le concept n'est absolument pas satisfaisant? Je vais vous l'expliquer le plus simplement du monde, pour un peu défaire la notion d'intelligence, l'espèce de mythologie qu'il y a actuellement et qu'on lit absolument partout autour de ce fameux ChatGPT, cet oracle, ce nouvel oracle, où tous les articles, toutes les tribunes, je crois, en tout cas, je les trouve assez inconsistantes. Donc globalement, aujourd'hui, dans un système dit d'intelligence artificielle, on rentre beaucoup de données, donc c'est des images d'entrée, on les transforme en statistiques, hein, c'est juste en probabilité, donc on calcule la probabilité de l'apparition des pixels, ça produit du bruit, et ce bruit va aller de plus en plus vers les statistiques, jusqu'au point où il y a un événement, pour un artiste, extrêmement émouvant, c'est qu'on voit apparaître des images photoréalistes qui n'ont pas été photographiées. C'est-à-dire on met des oiseaux, et ça produit des images d'oiseaux qui n'existent pas. Et donc on voit apparaître, et pour un artiste c'est un moment très important, et pour la société aussi, une forme de nouveau réalisme, une nouvelle forme de réalisme, qui à mon avis nous fait sortir, et c'est un peu ça qui est en train de se passer actuellement, du réalisme hérité de la révolution industrielle, le photoréalisme finalement, qui a donné le cinéma, etc. Globalement, d'intelligence artificielle, il s'agit de statistiques, c'est-à-dire d'une série de chiffres, c'est tout, qui ont des probabilités. Donc, bon, je ne vais pas développer, c'est lié à la théorie des jeux, à l'induction statistique, et ainsi de suite. Et donc, il y a cette espèce de foule de chiffres. Il se trouve que, bien évidemment, comment dire, quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas juste de ChatGPT et d'images. On parle bien sûr du fait que notre conscience de l'état planétaire est liée à l'intelligence artificielle, puisque les GIEC font les scénarios climatiques avec des réseaux récursifs de neurones, qu'aujourd'hui la planification urbaine utilise ce genre de système, que la gestion, pour simuler l'ensemble des flux finalement. Et nous ne sommes, que ce soit en nature, en politique et en technique, nous ne sommes tissés que de flux dont la forme contemporaine, c'est ces statistiques, ces probabilités. Ça va jusque-là vous suivez? C'est bon? Réseau récursif de neurones, c'est donc... là, je vois, alors, il y a des étudiants qui sont à fond. Là, voilà, là, tu leur parles, voilà. En tout cas, c'est une manière très simplifiée de parler des choses, mais pour dire que nous avons, depuis 30 ans, nourri le web de millions et millions d'informations, et nous y avons tous participé, et qu'avant de nous être destinés, toutes ces images, tous ces textes, tous ces sons sont destinés à nourrir des intelligences artificielles qui savent faire deux choses: surveiller, c'est-à-dire anticiper une occurrence, mais aussi produire une nouvelle occurrence de quelque chose qui n'existe pas et qui ressemble à ce que nous connaissons. Et donc, il y a la possibilité, ça introduit la question de documents contrefactuels ou possibles, comme cette photo prise par un certain Robert Doisneau à Aubervilliers dans les années 50, dont bien sûr la partie de droite est totalement contrefactuelle, mais est dans le même style, dans le même genre que la photographie d'origine.
À partir de là, il devient possible de revisiter l'histoire, les archives d'une ville, par exemple Le Havre ou une autre ville, et d'y introduire d'autres choses. C'est-à-dire de garder le style de cette époque, mais en créant un autre passé. C'est-à-dire non pas seulement penser à l'avenir, mais penser à la possibilité de revisiter le passé, de ne pas faire que le passé soit une espèce d'identité fixe, une bonne fois pour toutes, à laquelle il faudrait tous adhérer de manière homogène, mais comme étant le fait que, bien sûr, le passé, ça se construit. Le passé, c'est le passé du présent, de toute façon. C'est le présent du passé, je veux dire. Et que là, il y a la possibilité de contrefactualiser des documents d'archives et de revisiter l'ensemble des archives et du passé, les images, les textes, etc., la mémoire des habitants, en créant des versions multiples et alternatives. Quand on se déplace dans un espace latent, qui est donc cet espace de statistique, on découvre des choses. Et on découvre, moi j'ai découvert un Havre que je ne connaissais pas. Ça, c'est le Havre. Mais c'est le Havre, mais c'est un Havre qui mélange de manière extrêmement explicite un monde technique et un monde naturel, et qui crée une zone d'indistinction entre ce qui est naturel et technique. Car, je dirais, alors on pourra en parler après, ou à un autre moment, ou pendant qu'on mange, mais la pensée du vivant, la pensée vitaliste, qui a un tel succès en France, oublie quelque chose, c'est que la technique, ce n'est pas un monde séparé du monde dit naturel. C'est de la nature transformée. Et je dirais même plus que ça s'appelle Métamorphose. Donc moi, j'ai pensé au livre de mon camarade Emmanuel Ecochia, bien sûr. C'est que nous sommes nous-mêmes, nous ne sommes pas un empire d'un empire séparé du reste, nous sommes une expression de la Terre, finalement. Et que si nous transformons, si nous faisons cette contre-nature, c'est que quelque chose dans la nature veut la contre-nature. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un élément séparé, éloigné, qui serait autonome, indépendant, qui serait divin. Nous sommes une expression aussi de cette croûte terrestre, minérale. Alors cette exploration dans les réseaux de neurones permet bien sûr de s'interroger sur des scénarios futuristes, alternatifs, donc là c'est le Havre plus loin, et sur les clichés que nous avons. Parce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on oublie que c'est d'abord une immense bibliothèque de Babel de documents humains. Ce n'est pas quelque chose d'autonome, c'est que ça, c'est le résultat de millions et millions d'images. Et ça nous permet de nous interroger sur ces images futuristes extrêmement standardisées, kitsch même, et problématiques. Et ça permet de resituer donc nos espérances et nos images. Dans cette exploration de l'espace latent, puisque vous l'avez compris, j'ai eu accès à l'ensemble des documents d'archives de la ville du Havre, et que j'ai nourri, j'ai appris une intelligence artificielle à parler le Havre, à imaginer le Havre, en fin de compte. Alors j'ai découvert je dirais, les Havrais sous une nouvelle forme. C'est-à-dire que les Havrais, en fin de compte, j'ai découvert une partie de l'espace latent où les Havrais d'abord font des siestes, lisent des livres dans l'herbe. C'est-à-dire quelque chose, et il ne faut pas oublier que les grandes théories d'émancipation, c'est des théories aussi de la paresse, du temps libre pour soi, hein, en tout cas au XIXe siècle. Et puis surtout, il semblait, par hasard, il semblait être autour de ces formes violettes qui sont apparues un peu d'elles-mêmes en me promenant dans l'espace statistique. Et bref, j'ai commencé à me prendre au jeu de cet Havre alternatif, finalement, où les gens, au fil des âges, là c'est des photographies des années 20-30, hein, vous reconnaissez un peu, eh bien, semblent être autour des sculptures, et que finalement, depuis très très longtemps au Havre, il y aurait des sculptures et il y aurait des œuvres d'art. Et il y aurait une espèce de culte autour des œuvres d'art, autour des... Les Havrais, ce serait... En fin de compte, c'est un été au Havre, ça fait très 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 longtemps. Et donc, moi, j'ai la capacité de produire des images de toute époque, depuis la naissance de la photographie jusqu'à aujourd'hui du Havre, avec cette réalité alternative. Et quand on sait en science l'importance que remplit, bien sûr, la multiplicité des réalités, que la réalité, c'est pas homogène, c'est complexe, etc., là, on arrive à une forme de production qui a cette chose-là. Alors, bien sûr, dans la construction
Benjamin Perret, que vous reconnaissez là. Comment ? Auguste. Ah oui, Benjamin. Auguste Perret. Seigneur. C'est l'IA qui a pris possession. Oui, c'est ça. C'est moi. Le problème, c'est qu'on sait plus. Par contre, je suis un peu perdu parce que j'ai tellement de multiplicité de réalité qu'à un moment. Bon, bref. Et donc, effectivement, ça permet d'envisager un passé qui n'est pas identique à ce que nous croyons, qui est multiplié et où les bâtiments auraient des fondations qui plongeraient sous terre et qui seraient des racines et qui seraient du végétal. C'est-à-dire où l'opposition entre le végétal et le béton, ce type de matériaux, n'opérerait pas de la même façon. Je me dépêche. Alors là, bon voilà, c'est quelques exemples, j'en ai fait plusieurs dizaines, etc. Je suis vraiment en train d'apprendre à une IA à générer, en fin de compte, l'histoire du Havre de manière complètement contrefactuelle, de multiplier les histoires du Havre, donc la plage du Havre, où il y a toujours ces livres qui apparaissent, qui reviennent assez bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ils reviennent systématiquement, et toujours ce rapport, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'en fin de compte, moi je fais des explorations involontaires d'intelligence artificielle, j'y vais un peu au hasard, et en fin de compte, le truc, c'est que j'ai vraiment, en travaillant sur le Havre, ce qui est vraiment apparu, c'est ce rapport végétal, minéral technique, architectural, et ce rapport au livre et à la détente et à la paresse et aux siestes sur des grandes étendues ou sablonneuses ou de parcs. Alors, je vais aller assez vite parce que je sais qu'on a tous faim et que je vais être assez bref, et puis s'il y a des questions... mon hypothèse, c'est que dans la situation dans laquelle on est, qui est une situation extrêmement anxiogène, où il y a un immense décalage entre ce que nous savons et ce que nous devrions faire, et ce décalage s'agrandit un peu plus chaque jour, et nous ne savons pas comment faire, parce que c'est un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a une infrastructure et une logistique qui s'est mise en place de manière non centralisée, et qui fait que pour la modifier, avec nos petits bras, on ne sait pas comment faire. On ne sait plus comment faire rentrer nos flux et les faire sortir. Donc on est dans une situation où notre connaissance de l'avenir est de plus en plus grande, et notre incapacité à agir s'agrandit. Et en même temps, je crois qu'on le ressent tous, il y a une urgence absolue, puisque là, ça se compte en quelques années, c'est à échelle 5 ans, 10 ans, c'est très peu de temps. Et mon hypothèse, c'est que pour réouvrir le futur, il faut faire ressusciter le passé, le faire ressusciter pour une première fois, le faire advenir comme il n'a jamais eu lieu, se créer une autre histoire, et que peut-être l'une des optiques ou des topiques du futur et de l'émancipation, c'est de pouvoir reprendre en main notre passé, mais de manière contrefactuelle. Et je souhaite bien sûr participer à ce travail, puisque moi-même je suis un des personnages de cette intelligence artificielle, puisque moi-même je suis intégré. Donc je lis au bord, alors à un autre âge bien sûr, mais je lis au bord de la mer. Et en cas d'inondation au Havre, je balaye aussi. Je suis un des participants. Et l'un des objectifs, ça va être d'intégrer les habitants, certains habitants du Havre, dans cette hypothèse-là. Alors, ça m'amène à vous faire une proposition. Donc, comme ça s'appelait Métamorphose, j'ai souhaité mettre je vous explique, c'est une petite vidéo, c'est la fameuse scène du baiser de Vertigo d'Hitchcock, entre Kim Novak et comment dirait James Stewart, et où James Stewart se souvient de Kim Novak. Et donc, j'ai mis l'ensemble du scénario dans ces images, et ce qui fait que la séquence essaye de se souvenir de l'ensemble du film d'Hitchcock. Et donc, vous allez voir, on a un homme et une femme qui essayent de s'embrasser, mais qui ne sont pas un homme et une femme. Ils sont plein de choses. Tantôt l'homme est une femme, tantôt la femme est un homme, tantôt l'homme est un chien, tantôt la femme est une pierre, et ils n'arrêtent pas de se métamorphoser. Donc moi, en tout cas le plan, ce que je vous propose, c'est un peu un nouveau modèle de ville. C'est de dire que la ville, c'est pas seulement du bâti, c'est aussi notre histoire. C'est ce contre-monde que nous essayons de créer et dont nous ne pourrons pas nous échapper. Et d'essayer de la rendre latente, c'est-à-dire de pouvoir la transformer en statistique pour pouvoir créer de multiples scénarios et de multiples passés et futurs possibilités de ville. Voilà. J'ai essayé de faire le plus bref parce que j'essaye de prendre soin de nos estomacs. Merci Grégory, merci beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir.
Il y a quelques étudiants qui seront chargés donc, de faire un résumé statistique et synthétique de la proposition de Grégory avec une introduction, un développement et une conclusion. On a le temps pour quelques questions. J'imagine que ça ne manque pas, ou au contraire, peut-être que c'est littéralement compliqué d'interroger Grégory, mais en même temps, il y a beaucoup de pistes ouvertes. Est-ce que... Je ne sais pas où est le micro. Il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le risque de poser une question? Oui. Bravo. Bonjour. Alors déjà, je trouve ça hyper intéressant, mais presque mon cerveau, il est un peu embrouillé. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir à poser une question claire, mais d'après ce que je comprends, dans la vision de la ville, de l'intelligence artificielle, il y a, donc la nature et l'urbain sont mêlés, visuellement en tout cas, mais j'ai l'impression qu'on y retrouve aussi votre identité artistique, et je ne sais pas comment, dans quelle manière, comment ça arrive. Par exemple, les sculptures violettes qu'on voit, comment vous faites pour les intégrer? Alors c'est relativement simple, c'est que alors il y en a beaucoup d'entre vous qui savent comment ça fonctionne, donc il n'y a rien de, mais c'est simplement pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout de même un moment historique, c'est-à-dire que c'est des images qui sont produites avec du texte, donc on appelle des prompts. Dans l'histoire occidentale et dans le fait que dans notre histoire commune des images, les images ont été très longtemps inspirées d'un texte sacré. Là, on produit des images avec des textes. Dans ma manière de travailler, globalement, souvent on croit que l'intelligence artificielle fonctionne toute seule. Et moi, je travaille comme n'importe quel artiste. Allez, comme Rodin, je vais me prendre pour Rodin. C'est-à-dire que j'ai un projet, j'ai un peu une vague idée de ce que je veux faire, mais en sculptant, avec les aléas de la matière, avec la résistance des matériaux, et l'espace latent est un matériau avec sa résistance, ce n'est pas soumis à notre volonté, parce que c'est infiniment plus grand que ce qu'on est capable de penser. Et c'est infiniment plus étendu. Et donc, moi, j'essaye concrètement de progressivement m'adapter, et il y a une espèce d'effet d'aller et retour entre ce que peut l'espace latent. Donc, il y a un phénomène d'exploration, vraiment. Et c'est vraiment comme explorer un monde possible, très, très étendu, dans lequel il y a des endroits précis. Et là, par exemple, les sculptures violettes, c'est vraiment, à un moment, elles sont apparues. Elles sont vraiment apparues, mais après... C'est-à-dire que tu as eu des images ou des bouts, des fragments de choses violettes qui surgissaient. Qui surgissaient, et donc là, j'ai fait de la pareidolie, donc c'est le système qui... La pareidolie, si vous savez, c'est quand vous voyez dans les nuages des organismes vivants. C'est très important au niveau du cortex visuel et dans le développement, entre autres, des enfants. Et en fin de compte, les réseaux de neurones, ces intelligences artificielles, avant d'être intelligentes, elles sont psychédéliques, elles hallucinent, et elles font tout le temps de la pareidolie. Donc moi, j'ai surjoué ça, et j'ai rajouté, avec mes textes, j'ai suivi, en fin de compte, cette proposition. Et il y a vraiment ce jeu de propositions réciproques qui fait que je passe des heures et des heures à explorer cet espace, dont, là, je vous ai montré que des images, mais dont les résultats ne sont pas seulement visuels. Il y a des textes, il y a des volumes en 3 dimensions, de la sculpture, etc. Ça s'applique à peu près à tous les médias qu'on a donnés au web, et finalement, en croyant le donner au web, on le donnait à l'intelligence artificielle et aux réseaux de neurones. Puisque c'est ça qui se passe sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, ça sert à alimenter des réseaux de neurones. Je précise que cette question était posée par Marine Nouvel, qui est une artiste avraise, qui présentera bientôt son travail à la Cité des Sciences, c'est quand? Le 8 mars. Je vous invite à aller découvrir cette exposition. Monsieur. Un petit côté Michel Drucker en faisant ça, mais tu m'excuseras, Marine. Bonjour. Le Havre est une ville récente, vous l'avez rappelé, 500 ans. Le Havre s'est réinventé à plusieurs reprises. Quel est votre parti pris? J'ai vu le déjeuner sur l'herbe, ça a été mentionné avec les fûts mauves. Vous parlez de quel Havre? Le Havre du 16e, le Havre du 17e, le Havre du 18e. Il est intéressant de travailler sur des photographies anciennes, mais la photographie, c'est un temps, c'est un moment. Il y a d'autres moments pour le Havre importants. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce qu'il y a une histoire? Et puis naturellement, vous parlez de projection.
où allez-vous? Où souhaitez-vous aller? À qui souhaitez-vous vous adresser? Vous parlez à qui au Havre? Vous parlez à des visiteurs? Le Havre en tant qu'emblème. Il va falloir qu'on limite les questions, en revanche. Enfin, je veux dire, parce que Globalement, je ne peux pas... alors, je vais essayer tout de même de vous répondre un tant soit peu. Je suis principalement attaché dans cette première phase au patrimoine photographique du Havre. Donc clairement, je souhaite retraverser la fin du 19e et tout le 20e siècle, très clairement. Ceci étant dit, pour ce qui précède, je suis en train de... Je ne vais pas tout dévoiler, mais je suis en train de créer un dispositif textuel qui reprend, parce qu'il y a pas mal de romans au Havre et autour du Havre. Et donc, je suis en train de faire cette bibliothèque de romans pour pouvoir générer de nouveaux livres autour du Havre. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est, pour plein de raisons que je pourrais expliquer, c'est plutôt la période ce qui a déclenché l'industrialisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les phénomènes d'industrialisation. Bon. Je peux pas... Voilà, je me limite à ça parce que je dois... en fin de compte, avec une IA, on doit lui donner des données. Et donc, je suis limité en termes de données. À qui j'adresse? Je pense que, en tout cas, moi, j'ai déjà fait cette expérience dans d'autres contextes. Entre autres, on parlait de milieu rural. J'ai fait un projet avec ce type de choses à Ostabat, dans un petit village rural dans le Pays Basque. Globalement, le fait de créer des archives contrefactuelles, il y a un niveau d'appropriation des habitants qui est très important. Parce qu'il y a tout simplement un jeu de reconnaissance et d'étrangeté d'un territoire qu'on connaît, mais qui est dans une version alternative. Donc il y a une appropriation et en même temps une distance qui joue sur ça. Et pour moi, en tout cas dans l'art dans l'espace public et dans la ville, alors, mes premiers destinataires, mais ça c'est tout à fait personnel, c'est les habitants. Parce que je voudrais à tout prix éviter des gestes qui sont des gestes autoritaires, quelqu'un qui arrive, qui donne une vision, etc. Donc ça va être aussi un travail avec les habitants. Et il me semble que revisiter l'histoire en montrant que l'histoire a d'autres potentialités, l'histoire, elle tient, elle fonctionne et elle opère parce qu'il y a une réserve de possibles dans l'histoire. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées dans l'histoire. Par exemple, on peut dire que la Commune de Paris ne s'est pas pleinement réalisée. Une expérience qui s'est arrêtée avant terme, bon, sans doute. Et cette réserve historique, elle a inspiré plein de gens après. Elle a poussé l'histoire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ces choses inabouties dans l'histoire ou ces autres possibilités. Pour une raison très simple, c'est une raison en fin de compte très personnelle. C'est que je pense que chacun d'entre nous, certains soirs, quand nous avons du mal à nous endormir, alors on repasse le fil de la journée, on commence à repasser le fil de sa journée, donc on utilise une imagination de remémoration, et puis à un moment on dit « et si ?» Et si j'avais fait ça? Et puis on commence à ne pas considérer sa journée, mais sa vie entière. Et si j'avais pris telle chose? Et si j'avais fait autrement? Et à un moment on devient quelqu'un d'autre. C'est plus notre vie. Et il me semble que notre vie est, on ne le dit pas vraiment, mais est hantée par toutes ces vies possibles. Et que, pour moi, l'espace de la ville, c'est un espace politique, et que l'espace de la politique, c'est l'espace du « et si, et si, et si, et si ». Donc moi, je souhaite explorer ça de manière, je dirais, artistique, et surtout montrer qu'on peut peut-être traiter la mémoire d'une ville, le patrimoine commun d'une ville, de manière variabilisée. Voilà, pour le dire comme ça, d'une manière variable, parce que la variabilité, à mon avis, permet une plus grande appropriation. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler du projet en détail, mais ça va prendre des formes extrêmement concrètes. Mais il ne faut pas qu'on en parle. Non, on n'en parle pas. Merci, Grégory. On y travaille. Ouais, on y travaille. J'espère, monsieur, que ça a répondu à une partie de la question. Mais c'est une question vaste et en tout cas, je me pose cette série de questions très fortement. Sachant qu'aussi, c'est des nouvelles manières de faire. Donc ça suppose des nouveaux gestes artistiques en relation, bien sûr, avec l'histoire de l'art. Moi, j'ai une formation tout à fait classique en art. Mais donc, il y a une incertitude par rapport à ça dans ma pratique. Donc c'est aussi une exploration. Là, ce qui est vraiment, moi, ce dont je suis très, très heureux, c'est de pouvoir le faire à l'échelle d'une ville et de pouvoir le faire avec vraiment les gens qui sont là et qui vont vivre avec les images. Juste un petit détail, on a parlé de collectionneurs ou d'habitants, pour moi je ferai le lien entre les deux. C'est des gens qui vivent avec des œuvres, vivre avec une œuvre, et le fait que quand vous achetez une œuvre d'art ou quand vous avez une œuvre d'art chez vous, il y a quelque chose qui ne doit pas s'épuiser dedans. Il y a un phénomène étrange. Certains ont parlé de richesse de matériaux, mais c'est juste une manière de dire qu'il y a certaines formes, certaines images qui ne s'épuisent pas dans leur perception.
Et donc, moi, c'est un vrai souci dans la ville que ça ne s'épuise pas, parce que c'est des choses qui vont être menées à rester un certain laps de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Grégory et son réseau neuronal estomacal? Dernière question. Oui, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Pardon, je ne vous ai pas devant. vu, madame. Pardon. Pardon. Moi, j'en profite quand même. Il y a une question, c'est que on est quand même à peu près, enfin en tout cas, on entend dire beaucoup que la production de ChatGPT, par exemple, sur les textes, ça produit des textes qui ressemblent, mais qui sont finalement moins bons que ceux pour l'instant que l'on pourrait produire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la probabilité fait sortir ce qu'on sait qui va sortir finalement. La question que je vous pose, c'est votre production artistique. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'elle peut être meilleure que ce qui existe, ou est-ce que pour l'instant vous estimez qu'elle est encore inférieure finalement, que la photo qu'on voit truquée de Doisneau finalement elle est moins bonne qu'une photo de Doisneau? Et est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'est qu'au début d'une technique, ou est-ce que malgré tout il reste un espoir pour que l'humain arrive à résister à tout ça? Alors, c'est effectivement la manière, les coordonnées du problème telles qu'elles sont posées dans les masses médias. Donc moi, ça fait depuis 2009 que je travaille sur ces technologies. Il faudrait prendre le temps de changer complètement les coordonnées du problème. Parce que je pense que le problème, comme ça, c'est une partie particulière dans l'intelligence artificielle, c'est Terminator, quoi. Et c'est important, hein, l'imaginaire de l'IA, mais ce n'est pas le mode de fonctionnement. Par ailleurs, c'est aussi le discours du remplacement. La peur du remplacement. Moi, ce discours-là, je suis extrêmement méfiant par rapport à ce discours, parce qu'il prend plusieurs formes, et qu'il me semble que ce sentiment de précarité est extrêmement fantasmatique, extrêmement dangereux. Donc il faudrait changer les coordonnées du problème. Ce que je vous dirais, c'est que... Alors moi, je n'aurais pas de jugement. D'abord, comme artiste, ce serait stupide de dire, en général, ce que je fais, c'est tout de même vachement mieux que tout le reste. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, les gens qui disent que ChatGPT ou GPT-3 ne produit des mauvais textes, bon, l'angle mort de ça, c'est notre incapacité aujourd'hui à lire un livre en entier. On n'y arrive plus. Non, mais il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est la nullité des textes que nous écrivons. La nullité. Donc, l'angle mort, quand on critique ces pauvres réseaux de neurones qui n'ont rien demandé, en général, l'angle mort, c'est nous. C'est une manière de nous rassurer et de ne pas nous questionner sur l'évolution de nos facultés, l'économie de l'attention qui déstructure le système cognitif et ainsi de suite. Par contre, alors, en termes de pratique artistique personnelle, moi, je suis très accélérationniste. Donc, oui, j'ai l'impression que ça m'accélère et que c'est plus moi que moi. C'est une production totalement personnelle et qu'il y a des moments magiques où, parfois, les propositions du possible, et ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est de la culture humaine, c'est des millions de documents, c'est nous tous qui avons participé à ça, à construire cette pyramide, parce que c'est une pyramide. C'est un témoignage de ce que nous avons été. Eh bien, parfois, dans certaines productions, je me dis, j'aurais voulu faire ça. Et c'est quelque chose d'autre que moi qui le fait. Je pense que beaucoup d'artistes qui ont utilisé le hasard, le dripping, l'accident dans leurs œuvres, ont cherché d'être aussi de l'occasion d'autre chose qu'eux-mêmes et pas d'exprimer quelque chose de personnel, leur petite subjectivité. Et je pense qu'il y a là-dedans cette œuvre commune, comme l'est une ville, qui n'est à personne et à tout le monde. Et c'est exactement le même procédé. C'est un espace statistique, une ville. Waouh, il est fort, hein. Vous avez une question, madame? Oh, merci. Bonjour. C'était super intéressant, déjà, merci. Ben, merci. Je voulais savoir si finalement la démarche d'observer l'évolution de la ville, c'était une démarche un peu d'intermédiaire neutre, de donner ça à une IA et voir ce qu'il en donne, ou il y avait une sorte de message un peu la manière d'un collapsologue finalement qui veut faire passer un message au travers des œuvres, montrer finalement c'est le destin qui nous attend, il faut y réfléchir dès maintenant. Ou vraiment juste un aspect neutre, hein, faut juste savoir. Alors, j'espère qu'il y a une autre position entre la neutralité qui n'existe pas, ça n'existe pas la neutralité, il y a toujours des biais, et l'idée que l'art consisterait à communiquer un message. Si c'était le cas, je pense que d'abord, il y aurait des moyens plus simples pour moi d'écrire, de travailler dans la communication, parce que c'est un métier qui sert à ça. C'est vraiment autre chose. C'est que j'ai pas de message, surtout pas. Quand j'ai un truc à dire, je l'écris. C'est plus simple, ça prend moins de temps. Tout ça, ça demande tout de même beaucoup de temps et de travail. C'est plutôt
un certain rapport, j'essaye de vous répondre, hein, un certain rapport entre la réalité et le possible. Je pense que quand on est artiste, quelque part, il y a quelque chose de la réalité qu'on adore et il y a quelque chose qui est absolument insuffisant. Il y a une citation que j'aime bien qui est « Il y a un autre monde et il est dans celui-ci présent ». C'est plutôt ce que j'essaye de faire. Il y a un autre monde et c'est celui-ci. Voilà. Je ne suis pas du tout collapsologue, j'ai beaucoup écrit contre la collapsologie et l'effondrisme, beaucoup écrit contre les philosophies vitalistes, etc. Donc je suis très critique par rapport à ça. C'est plutôt aussi le fait que, quand je parlais de l'état actuel, c'est qu'on a une situation collectivement à assumer, et on devra le faire tous ensemble, et que c'est le temps manque. Le temps manque. Merci. Merci Grégory. Merci. Mangez. Bon appétit.